Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Henri Baël, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la communauté de communes du Grésivaudan, également conseiller régional LR dans la majorité de Laurent Wauquiez et maire de Saint-Imier. Alors le Grésivaudan, c'est le territoire qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça représente plus de 100 000 habitants installés entre Grenoble et Chambéry, le long de l'Isère pour la plupart, même si le territoire englobe aussi quelques communes de montagne. Alors il englobe effectivement des communes de montagne des deux côtés, côté Chartreuse et côté Belledonne. Beaucoup plus du côté Belledonne que du côté Chartreuse, mais les deux massifs sont représentés au sein de la communauté de communes du Grésivaudan. On le voit là sur cette carte de l'Isère. Donc, on fait une avancée dans les terres savoisiennes avec. C'est ça. C'est un point de passage entre l'Isère et la Savoie. Bon, la plupart des intercommunalités en France sont construites autour d'une commune principale, la ville-centre, comme on dit. C'est le cas à Grenoble, dans le Pays Voironnais, par exemple. C'est pas le cas dans le Grésivaudan. Non, la particularité du Grésivaudan, c'est qu'en réalité, elle a deux pôles. Qu'on pourrait considérer comme des pôles majeurs, qui sont la ville de Crolles et la ville de Pontcharrat. Mais il n'y a pas de grande ville qui ferait qu'au lieu d'être une communauté d'agglomération, on serait une communauté urbaine, par exemple. C'est 8 000 habitants, je crois, Crolles, qui est la plus grande commune. Oui. Et il y a 43 communes au total. C'est quoi les enjeux d'un territoire comme ça, coincé entre Chambéry et Grenoble Alors, il n'est pas coincé. En fait, c'est lui qui décoince. Il fait la liaison entre la métropole chambérienne et la métropole grenobloise. Et il a deux versants, si je puis dire, en termes d'orientation de ses populations. Une partie du territoire est naturellement tournée vers Grenoble. Une autre partie, enfin la deuxième partie du territoire est naturellement tournée vers Chambéry. Mais en réalité, le Grésivaudan, c'est vraiment l'élément de liaison entre ces deux métropoles, quoi, et la complémentarité de ces deux métropoles. Et c'est pas compliqué à gérer, justement, un territoire qui est comme ça aspiré de ces deux côtés par deux métropoles? Non. Il y a des tropismes naturels qui se font en fonction des activités des uns et des autres. Mais moi, je n'y perçois pas de difficultés particulières. Les choses se font naturellement. Alors, vous évoquiez les communes de montagne qui font partie de ce territoire, d'un côté comme de l'autre, sur les deux massifs qui bordent la vallée de l'Isère. La communauté de communes gère d'ailleurs directement plusieurs stations de ski. Il y a le Collet d'Alvar et les Sept-Lots dans le massif de Belledonne, le col de Marcieux en Chartreuse. Alors on arrive à la fin de la saison. Vos stations ont fermé leurs pistes à la fin du mois de mars. Quel est le bilan de cette saison d'hiver ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une belle complémentarité des stations communautaires entre le col de Marcieux, par exemple, qui est un peu à la dimension des enfants et des familles. C'est ce qu'on voit là sur les images. Et ensuite, les stations de Belledonne avec les Adrets et les Sept-Lots, qui, elles, sont quand même plus sportives que familiales. Et le bilan de la saison... Alors, il est paradoxal parce qu'en fait, la neige n'a pas été très, très abondante. Pour autant, le public a été présent et les recettes sont bonnes. C'est-à-dire que le bilan de la saison par rapport à l'exploitation des stations est un bon bilan. Aujourd'hui, c'est la collectivité qui soutient financièrement les trois stations ? Non, c'est une SEM qui gère les stations et qui est adossée, bien entendu, à la collectivité. S'il y a des déficits, c'est comblé. S'il y a des... Alors, on discute. Il y a des marges de discussion entre le déficit d'une année par rapport aux années suivantes. Oui, effectivement, il y a une relation entre la SEM et la communauté de communes. Mais c'est pas c'est pas un apport en déficit permanent. Il y a d'abord des discussions en fonction du cumul des saisons. Alors vous avez certainement vu passer il y a quelques semaines le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des stations de sport d'hiver au niveau français. Alors ce rapport met l'accent sur le fait que le modèle économique des stations de ski s'essouffle, notamment en moyenne montagne, ce qui est le cas des stations du Grésivaudan, et que les politiques d'adaptation restent en deçà des enjeux. Qu'est-ce que vous en pensez déjà des conclusions de ce rapport ? Est-ce que ça... Ce que j'en pense, c'est qu'il doit y avoir très peu de magistrats qui chaussent des skis. Et quand on regarde la réalité de l'exploitation de nos stations et ce que peuvent écrire les magistrats de la Chambre régionale des comptes, il
il y a quand même un gros décalage, dans la mesure où, au niveau de la communauté de communes, par exemple, toutes les études que l'on a pu conduire démontrent que, d'abord, nous aurons de la neige jusqu'en 2050, et qu'à partir de 2050, il n'est pas prouvé qu'il n'y ait plus de neige dans nos stations. Donc je pense que le rapport de la Chambre, il est un peu décalé par rapport aux réalités, et il a d'ailleurs été très très contesté par les professionnels de la montagne, oui. Mais à bon escient, je pense. Trop alarmé, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des projets d'aménagement, d'investissement sur les trois stations. Il y a surtout un très beau et un très gros travail qui est fait par les professionnels de la montagne pour préparer la neige dès le début des chutes et faire en sorte que le plus longtemps possible, ils puissent la conserver et l'entretenir. Et c'est ce qui a permis cette année, par exemple, d'avoir peu de neige en chute, mais un maintien de cette neige par le traitement qui lui a été apporté par nos professionnels. Oui, sans cette neige de culture, la saison aurait été sûrement beaucoup plus courte. Ça aurait été plus complexe. Alors ça fait partie des préconisations du rapport, de ne plus investir d'argent public dans la neige de culture. Oui. Là aussi, vous estimez qu'ils sont déphasés par rapport à la réalité du terrain? Ils sont un peu caricaturaux, parce que finalement, la neige de culture, c'est à la fois de l'usage de l'eau qui retourne à la terre et à l'eau, à la fonte des neiges, et elle est nécessaire aujourd'hui pour justement gérer la transition en perspective d'une reconversion de nos montagnes. Et on ne peut pas du jour au lendemain arrêter d'avoir de la neige de culture, notamment sur les bas de stations. Alors, le rapport pointe aussi du doigt les investissements publics pas toujours pertinents sur la diversification cette fois. Alors je ne sais pas si ça concerne le Grésivaudan, mais moi j'ai pensé à un exemple concret, la piste de luge 4 saisons des Sept-Lots, qui est installée au Pléné, qui est la porte d'entrée la moins fréquentée et la moins développée en termes d'hébergement touristique. C'est quand même un investissement d'1 million d'euros. On la voit, elle fonctionne l'hiver, mais aussi l'été. On peut s'interroger sur la pertinence d'avoir installé cet équipement sur ce versant-là de la montagne. Il n'aurait pas été plus pertinent, justement, là où il y a du monde? À l'époque où elle a été décidée, d'abord, c'était une station qui était proche de l'exploitation communautaire. Donc, ça paraissait logique que ce soit à cet endroit-là qu'elle soit installée. En plus, c'était important d'apporter un élément d'ordre économique, si je puis dire, en termes d'attractivité sur cette partie-là de la montagne, par rapport justement aux difficultés d'orientation, d'exploitation de la montagne dans les années qui viennent, dans la perspective justement d'une raréfaction des chutes de neige. Bon, si je vous parle de cet équipement, c'est qu'il va avoir de la concurrence, puisque Champs-Rousse... Une complémentarité. Alors, vous pouvez le voir comme ça. En tout cas, Champs-Rousse est en train de construire sa piste de luge 4 saisons, à peu près le même modèle que celle des Sept-Lots. Alors, pour le coup, du bon côté de la vallée, en termes de bassin de population, on verra si la complémentarité fonctionne sur ces deux équipements. Champs-Rousse est la seule station de votre territoire, du Grésivaudan, à ne pas être gérée par votre collectivité. Elle n'est pas communautarisée. Elle n'est pas communautarisée pour l'instant. C'est un projet, comment... Écoutez, non, pas à ma connaissance. Je ne sais pas quelles sont exactement les réflexions du conseil municipal de Champs-Rousse. C'est eux qui ont la main. Ils ont toujours la main. Par contre, ils ont toujours un appui très fort de la communauté de communes dans leurs investissements. Ça a été le cas, par exemple, sur le dernier télésiège. Ça a été le cas sur bon nombre d'équipements qu'ils ont pu livrer ces dernières années. Ils ne sont pas communautarisés, mais ils sont totalement dans la communauté de communes et ils bénéficient à ce titre de toutes les aides économiques que la communauté de communes peut apporter à nos stations. Et s'ils étaient demandeurs, vous trouveriez ça cohérent? Vous parliez de complémentarité, là, entre Champs-Rousse et les Sept-Lots, c'est un peu plus la concurrence quand même? Non, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. Ce ne sont pas les mêmes publics. Il y a des adeptes de Champs-Rousse, il y a des adeptes des Sept-Lots. Et non, très honnêtement, je ne pense pas que ce soit concurrentiel. C'est vraiment complémentaire. Bon, je vous interrogeais là-dessus parce que j'ai vu que vous aviez repris dans le giron communautaire l'Office du tourisme d'Uriage, qui est au pied de Champs-Rousse. Donc je me disais, là, on commence à se rapprocher quand même de la station. À la demande de la commune d'Uriage, oui, effectivement. C'est très récent d'ailleurs, ça a été délibéré au dernier conseil communautaire. Bon, la semaine dernière, à votre place, Henri Belle, je recevais une habitante du Grésivaudan, puisqu'elle vit sur le plateau des Petites Roches, quand elle n'est pas à Bruxelles ou à Strasbourg, puisqu'elle est députée européenne. Il s'agit de Gwendoline Delbos-Corfield, députée Europe Écologie Les Verts. C'est la tradition dans cette émission, je demande toujours à l'invité de la semaine précédente de poser une question à celui de cette semaine. On l'écoute. Très bien.
Eh bien, plutôt qu'une question, Monsieur Bell, c'est un partage de réflexion sur ce qui va se passer pour l'eau dans le Grésivaudan, mais aussi à Grenoble, puisque c'est l'eau de Grenoble qu'on utilise pour la fameuse extension de ST Micro à Crolles. On est dans un conflit d'usage important. C'est pas le seul conflit d'usage. Il y a aussi la question encore de plus en plus importante de la sécheresse dans nos territoires qui sont de plus en plus chauds. Est-ce que dans cette communauté de communes où il n'y a pas d'élus écolos qui siègent, nous c'est une réflexion qu'on a beaucoup, la question de comment à la fois on continue à avoir de l'industrie et du travail sur nos territoires, mais comment on préserve nos ressources, la terre, l'eau, l'air. Comment vous allez régler cette question des usages? Qu'est-ce que vous avez comme réflexion? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on obéit à tout par rapport aux demandes d'Est ou est-ce qu'on essaye aussi de réguler les demandes d'Est? Et comment on s'assure aussi qu'on ne pollue pas l'eau des Grenoblois et de ceux qui vivent en amont de Grenoble pour détourner l'eau pour qu'il arrive jusque dans le Grésivaudan? Très bien. Alors vous avez un point commun avec elle, Henri Bell, c'est que vous avez tous les deux siégé dans l'opposition municipale à Grenoble, à la même période, de 2008 à 2014. Vous n'étiez pas dans le même groupe, mais voilà. Je ne sais pas si à l'époque vous échangiez avec Gwendoline Delbos. Non, j'en ai pas de souvenir particulier. Mais voilà, vous étiez ensemble au conseil municipal de Grenoble. Pour rebondir, avant de revenir à sa question, il n'y a pas d'élus écolos au sein du conseil communautaire du Grésivaudan? Alors, il n'y a pas d'écolos, non. Par contre, il y a des élus très écologistes, mais pas écolos au sens de l'appartenance politique. Non, pas à ma connaissance. Et s'il y en avait, je pense que je le saurais. Par contre, il y a une conscience écologique forte de la part de la majorité des élus de la communauté de communes du Grésivaudan. C'est ce qui fait toute la différence entre un élu écologiste et un écolo, si je puis dire, hein. Non, alors pour répondre directement à ma collègue, il n'y a pas de conflit d'usage, il y a des usages différents. Et aujourd'hui, le problème de l'eau, il est à la fois simple et à la fois compliqué. Il est très compliqué parce qu'il est caricaturé. Et par contre, il est très simple dans la mesure où le Grésivaudan n'a pas de stress hydrique particulier. Il faut savoir par exemple que par rapport à la DUP qui concerne le Drac et la Remanche, nous n'en consommons que 29% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une marge énorme de consommation possible. Et si on devait consommer la totalité des 100% de cette DUP, seuls 8% seraient consommés par les habitants du Grésivaudan. Donc aujourd'hui, le problème de l'eau tel qu'il est présenté par les élus écologistes est caricatural. Ils exagèrent. C'est caricatural et c'est de nature à inquiéter nos populations alors qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a la nécessité d'être raisonnable et responsable. C'est le cas des élus sensibles à l'écologie du Grésivaudan, mais il n'y a pas d'approche catastrophique à avoir. J'ai vu que vous aviez créé un observatoire de l'eau. Je ne sais pas s'il est opérationnel aujourd'hui. C'est quoi l'objectif? Eh ben, c'est justement parce que nous avons une conscience écologique et que nous savons très bien que l'eau, elle répond à des besoins multiples. On parlait de la montagne tout à l'heure. Il y a le phénomène des retenues collinaires. Donc la montagne et les stations utilisent de l'eau. Les agriculteurs utilisent de l'eau. Et les industriels utilisent de l'eau, en complément, bien entendu, de l'eau qui est consommée par l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, la finalité de cet observatoire de l'eau que nous avons mis en place, que nous avons été les premiers à mettre en place, c'était justement d'avoir une approche scientifique et raisonnée de la consommation d'eau et de la connaissance de la ressource hydrique, de manière justement à ne pas dériver dans des discours caricaturaux tels que peuvent le tenir certains élus écolos. Bon, donc on pourra arroser son jardin. On pourra arroser son jardin, on pourra boire de l'eau, on pourra aller faire du ski et ST microélectronique et Soitec pourront continuer à développer leur process industriel. Bon, justement, parce qu'elle évoque, Gwendoline Delbos-Corfield, le cas particulier de ST Micro, qui inquiète en tout cas une partie de la population par rapport à la consommation d'eau pour fabriquer des puces. Un collectif a réuni 1000 manifestants le week-end dernier dans les rues de Grenoble pour dénoncer cette utilisation. Vous ne partagez pas, vous, leurs inquiétudes? Non, je ne partage pas leurs inquiétudes. Tout au moins, je ne partage pas la manière dont ils manifestent leur inquiétude. Quand je parlais tout à l'heure de responsables et de raisonner, c'est l'approche qui est la nôtre. Mais elle n'est pas de nature à aller crier au loup alors qu'il n'y a pas véritablement de loup dans les environs.
Bon, si on parle beaucoup d'Este en ce moment, c'est que l'entreprise mène actuellement une concertation préalable sur un projet d'extension. Alors un projet d'extension qui est déjà à moitié réalisé, de l'aveu même des dirigeants d'Este. Ça peut paraître surprenant de faire quelque chose de préalable, alors qu'on le voit sur ces images, les travaux sont déjà lancés. On se demande un peu à quoi va servir cette phase. Ils ont d'abord la nécessité d'agrandir leur bâtiment avant que de rentrer en exploitation et d'installer les machines, si je puis dire. Et la concertation qui est conduite par Este, elle est conduite en complicité et en complémentarité avec toutes les réflexions que conduit le Grésivaudan, justement. Vous êtes impliqué dans le processus ? Dans la perspective, justement, de l'extension de cette entreprise, bien entendu. Bon, vous en attendez quelque chose de cette concertation ? Ça ne peut pas remettre en cause les travaux qui ont débuté ? Je ne pense pas. En tout cas, je trouve qu'elle se passe d'une manière très, très responsable, très posée. Les différentes rencontres qu'il a pu y avoir entre la population et les responsables de Este ont démontré que les questions étaient pertinentes, les réponses l'étaient aussi, et que c'est dans le dialogue qu'on arrivera justement à dépasser des approches un peu caricaturales du développement de ces industries dans le territoire du Grésivaudan. Alors, la clé de cette extension, il y a un millier d'emplois directs qui seront créés par Este. C'est toujours intéressant d'avoir des entreprises qui créent de l'emploi sur un territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le Grésivaudan, vous êtes capable d'estimer ce que rapporte une structure comme Este au territoire ? Vous avez des outils qui vous permettent d'avoir des ordres de grandeur ? Quand vous parlez de rapport, c'est de rapport financier fiscal. Voilà. À une époque, c'était assez simple puisque les cotisations allaient directement dans les caisses des communes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'entre 2008 et 2022, la fiscalité de ces entreprises a rapporté 1 milliard au Grésivaudan. Donc, c'est une fiscalité importante. Este, comme ses collègues dans le domaine de la microélectronique, apporte une fiscalité et une manne financière importante pour le développement du Grésivaudan, bien entendu. Este qui va devenir, avec cette extension, le plus gros employeur privé de l'Isère. Emmanuel Macron était venu en personne en juillet 2022 annoncer le soutien de l'État sur ce projet. On voit ces images du chef de l'État qui vient saluer le maire de Crolles, puisqu'on est sur la commune de Crolles. Exact. À la clé de cette venue, il y avait une annonce de 2,9 milliards, pratiquement 3 milliards d'euros d'argent public pour donc financer une partie de cette extension pour 1000 emplois. Les opposants dénoncent le mauvais ratio investissement public, création d'emplois. Ils estiment que c'est le plus bas de toute l'histoire de l'industrie française. Alors c'est vrai que si on fait une petite règle de 3 toute bête, on arrive à 3 millions d'euros par emploi créé. C'est pratiquement ce que coûte un salarié sur toute une vie professionnelle. Ça peut paraître exagéré. On peut entendre leurs arguments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, de toute façon, c'est un investissement qui est périn. Il ne dure pas simplement la période immédiate ni la période d'une vie. Et en même temps, c'est un élément qui est lié beaucoup plus à la souveraineté nationale et au développement national qu'au développement local. Donc il y a une fiscalité qui revient au local, mais il y a un bénéfice qui est d'ordre national et européen. Donc là, on compte moins l'argent public quand il y a un enjeu qui dépasse le cap. Et c'est un peu réducteur que de faire des rapprochements entre la dépense et le rapport de la dépense à l'échelle d'un territoire. Il faut voir les choses d'une manière beaucoup plus large. Mais aujourd'hui, vous savez combien ça peut générer d'emplois indirects, une entreprise comme Este Je n'avancerai pas de chiffres, mais je sais qu'adossé à cette grosse industrie-là, il y a énormément de sous-traitants et qui vivent justement directement de leur relation avec Este. En tout cas, 1000 emplois nouveaux là, dans les années à venir. Ça va demander au territoire de s'adapter. Services publics, des écoles, des crèches, des logements. C'est un défi pour le Grésivaudan ? C'est un défi, oui, bien sûr. C'est un défi, mais c'est un challenge intéressant. Ça demande une approche dans 2 domaines essentiels. Le problème des mobilités, enfin le secteur des mobilités, et le domaine du logement, bien entendu, puisqu'il y a un apport de population nouvelle, donc la nécessité de les loger et la nécessité de leur permettre d'être mobiles sur le territoire, puisqu'on sait très bien que tout le monde n'habitera pas forcément à Crolles ou dans les communes voisines immédiatement de Crolles. C'est le travail qu'a engagé le Grésivaudan déjà depuis longtemps, puisque dans la mandature 2014-2020, il y avait un plan local de l'habitat qui vient d'être renouvelé. Et le fameux PLH, donc, qui a été voté par le Grésivaudan le 25
mars dernier, prend en compte, bien entendu, cet apport de population et la nécessité d'organiser différemment le logement sur l'ensemble du territoire. Et adossé à ça, bien entendu, on ne peut pas parler de logement et de développement économique sans parler de mobilité. C'est tout le travail que conduit depuis maintenant longtemps le Grésivaudan dans un premier temps et actuellement avec le SMAG en termes de rabattement d'une rive à l'autre pour faire en sorte que dans les années qui viennent, l'État ayant répondu aux sollicitations et aux engagements du président de la République, l'aménagement du fameux RER à la Grenobloise sur la rive gauche puisse être mis en place et que nos populations soient en capacité de rejoindre les gares en toute sérénité et particulièrement par des modes doux, sans justement avoir la nécessité de prendre leur véhicule. Alors on va revenir au déplacement. Avant ça, le logement, puisque pour construire, il faut des terrains constructibles. Certains élus dénoncent l'adoption par le Parlement, c'était en juin dernier, de la loi ZAN, oui. Zéro artificialisation nette, qui impose de ne plus prendre de terres agricoles pour construire des logements. Vous pensez que c'est une bonne loi, cette loi ZAN? Elle avait fait quasiment l'unanimité à l'Assemblée nationale. Elle a été votée par 437 députés sur 94, dont d'ailleurs tous les députés LR à l'époque. Oui, oui. Ben, je pense que par rapport aux enjeux qui sont liés à l'évolution climatique, c'est une bonne loi dans son esprit. Après, c'est l'application de la loi qui est à discuter et faire en sorte qu'elle ne soit pas une loi dogmatiquement appliquée, mais adaptée à la réalité de chacun des territoires. Sur le fond, bien sûr, nul ne peut aujourd'hui contester l'évolution climatique et la nécessité d'organiser la vie de nos territoires différemment. Mais c'est une loi qui est très contraignante pour certains territoires, effectivement. Après, sur cet aspect de la loi ZAN, il y a le débat entre l'État et les collectivités territoriales sur qui portera la responsabilité de l'artificialisation au regard des constructions qui seront projetées. On parle par exemple de l'extension de ST. L'extension de ST, est-ce que ça doit être imputé au plan local d'urbanisme de la commune de Crolles ou est-ce que ça doit être pris dans un quota national, sachant que c'est une souveraineté qui est développée et qui n'est pas la souveraineté de la ville de Crolles, mais la souveraineté européenne et nationale. Et donc tout le débat aujourd'hui avec les services de l'État porte justement sur cet aspect de qui porte la responsabilité de l'artificialisation. Et ça, c'est pas tranché, par exemple? Pour l'instant, non. Ça veut dire que peut-être qu'à cause d'ST, la ville de Crolles ne pourrait pas construire des logements parce que son quota est déjà largement entamé. Alors on n'en est pas là, mais c'est des hypothèses qu'on ne peut pas écarter et c'est pour ça qu'il y a un dialogue entre les services de l'État et les collectivités territoriales autour justement de la responsabilité de l'artificialisation et qui porte justement l'amputation à sa capacité à construire. Alors on construit quand même dans le Grésivaudan, vous l'avez dit, oui. Depuis plusieurs années, on prépare notamment le développement de ces nouvelles populations qui viendront en partie habiter sur le territoire. On construit, mais pas assez de logements sociaux, en tout cas c'est ce que vous reproche l'État, notamment à vous, Henri Bayle. Alors là, avec votre casquette de maire, ma qualité de maire, de Saint-Imier, seulement 11% de logements sociaux sur la commune de Saint-Imier, alors que la loi en impose 25%. Pourquoi il y a un manque de volonté politique de votre part? Pas du tout. Alors là, la volonté politique, je peux vous le dire très clairement, les yeux dans les yeux, l'équipe municipale que j'ai la chance et l'honneur de conduire n'est pas du tout opposée à la construction de logements sociaux. Au contraire. Et moi, je passe mon temps dans les réunions publiques à expliquer à mes concitoyens que nous sommes sur un territoire vieillissant et que sur un territoire vieillissant, où le foncier est très cher et où donc toute une nouvelle génération ne pourra jamais s'installer eu égard justement au coût du foncier. Nous avons la nécessité de construire du logement social pour que demain, tous les emplois de service puissent être hébergés sur le territoire du Grésivaudan et des emplois de service dont les populations actuelles auront besoin. Simplement, la difficulté que nous rencontrons, c'est que la commune n'est pas très riche et il n'y a pas de libération de foncier qui soit en capacité d'être acquise par la commune. Donc, chaque fois que l'opportunité s'en présente, la commune a acquis des parcelles, mais ce sont des parcelles de 1000 à 1200 mètres carrés et qui ne peuvent pas être mises les unes à côté des autres. Elles sont un peu éclatées sur la commune.
Aucun bailleur social n'est intéressé par un foncier de 1000 m² pour construire dans la mesure où il n'y a pas d'amortissement de son investissement. Alors, il faut plus grand. Il faut que ce soit plus grand. Et donc, toute la difficulté de la commune, c'est de dire qu'elle est volontaire pour construire, mais qu'elle n'a pas de foncier suffisant et qu'elle n'a pas les moyens d'en acquérir suffisamment dans les temps qui viennent. Et c'est vraiment une situation insupportable que j'arrivais jusqu'à maintenant à discuter avec le préfet Lionel Beffre, par exemple. Qui était le précédent préfet. Qui était le préfet... il y a deux mandats, on va dire, puisqu'il y a eu... Il y a 2 mandats. Il y a eu un préfet entre les deux. Et le préfet entre les deux, comme vous dites, Monsieur Prévost, je n'ai pas pu discuter avec lui. Et il y a eu une approche, radicale et caricaturale, qui consistait à dire Duralex cède l'ex. Et à partir de là, bien entendu, si Duralex cède l'ex, la commune n'ayant pas les 25% de logements sociaux, il a voulu appliquer une amende et il s'est offert le luxe d'augmenter le pourcentage de l'amende comme la loi l'y autorise. Mais ce qui ne changera strictement rien. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de foncier, ça ne veut pas dire que la commune sera plus riche, bien au contraire, puisqu'il nous prend 400 000 euros par an. Donc c'est vraiment une attitude de principe, mais qui n'est pas du tout constructive. Bon, alors c'est vrai que c'est la règle pour toutes les communes qui ne respectent pas les 25% d'avoir une amende. Oui, mais il y a 2 types de communes. Il y a celles qui disent « je ne veux pas construire de logement social, je paierai l'amende ». Et il y a des communes comme la mienne qui disent « nous voulons bien construire du logement social, mais nous avons des difficultés à le faire. Discutons-en, voyons ensemble comment nous pouvons faire ». Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du territoire du Grésivaudan, j'en reviens donc à ma responsabilité de président, nous avons adhéré à l'établissement public foncier local qui peut porter du foncier pour une commune et nous avions créé un fonds de minoration de façon à ce que la communauté de communes du Grésivaudan puisse acquérir du foncier pour des communes. Ce qui a été le cas, par exemple, sur la commune de Saint-Imier. Mais encore faut-il qu'il y ait du foncier disponible pour l'acquérir. Et toute la difficulté de la commune de Saint-Imier, c'est qu'il n'y a pas de foncier. Et quand vous additionnez à ça le problème de la loi ZAN qui interdit justement d'utiliser du foncier agricole pour construire, vous apercevez que la commune de Saint-Imier, elle est comme le hamster dans sa cage, elle tourne, mais elle ne trouve aucune solution pour en sortir parce qu'il n'y a pas de foncier disponible, elle ne peut pas trouver de foncier nouveau à cause de la loi ZAN et elle n'a pas d'argent pour en acheter. Alors, vous évoquez les sanctions financières, 400 000 euros, ce n'est pas neutre sur le budget d'une commune, mais l'État est monté d'un cran dernièrement, puisque le préfet vous a retiré le droit de signer des permis de construire pour notamment les logements collectifs. Je crois que c'est effectif depuis quelques semaines. Oui, depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars. C'est une décision que vous avez eu du mal à accepter. Alors, c'est le préfet Prévost qui l'a fait. C'est une décision que j'ai très mal vécue. Très honnêtement, dans un premier temps, je pensais à démissionner parce que je considérais que c'était un outrage à l'honnêteté et à la bonne volonté d'une équipe municipale qui avait tout fait pendant de nombreuses années pour développer justement de l'habitat social sur son territoire et qui n'y arrivait pas pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ils n'ont pas entendu vos arguments ? C'est ça, tout simplement, il n'a pas voulu les entendre. Il les a bien entendus puisque nous nous sommes rencontrés très longuement. Et j'ai expliqué, et il le savait très bien, les raisons qui nous conduisaient à des situations de ce type-là. Il m'a même expliqué à la fin de l'entretien qu'il me tiendrait informé, et puis il est parti sans me tenir informé, et c'est son successeur qui a eu la contrainte de m'informer que son prédécesseur avait décidé de pénaliser lourdement la commune de Saint-Imier. Je ne ferai aucun commentaire, mais je trouve que la situation est bien particulière. Et c'est bien dommage que la relation entre les services de l'État et une collectivité territoriale ne soit pas plus fluide et ne soit pas plus constructive. Parce que c'est une sanction qui s'inscrit dans le temps. C'est parti pour 5 ans. Non, 3 ans. 3 ans. 3 ans. Cette interdiction. Comment ça va se passer concrètement ? Qui va signer les permis de construire s'il y a des projets de logement collectif ? Ça se passe très très bien concrètement avec le nouveau préfet. On a dégagé d'ailleurs par opportunité d'une vente suite à un décès un foncier sur lequel l'établissement public foncier va apporter sa contribution financière pour acquérir. Les services de la direction départementale des territoires travaillent avec nous pour définir la typologie d'habitat qu'on va construire sur ce foncier acheté. Et les choses se passent très très bien.
Ce qui veut dire que les choses peuvent très très bien se passer dès lors que les gens discutent et que les gens dialoguent. Ça vous a blessé quand même cette oui, bien sûr. action de l'État? Bien sûr que ça m'a blessé. Ça ne m'aurait pas blessé si j'avais été dans un rapport de force avec l'État. Ça m'a blessé dans la mesure où je n'étais pas dans un rapport de force, j'étais dans une recherche de complicité et d'écoute que je n'ai pas trouvée avec le prévôt. Donc qui n'est plus en place depuis l'été dernier. Et qui n'est plus en place. Voilà, en tout cas en Isère. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous ceux qui travaillent dans le Grésivaudan n'habitent pas forcément le territoire. Et inversement, d'ailleurs, il y a des déplacements quotidiens importants entre l'agglomération grenobloise et le Grésivaudan. Et puis, j'imagine, de l'autre côté, avec l'agglomération de Chambéry, des déplacements qui se font principalement en voiture. Aujourd'hui, l'axe principal, c'est cette autoroute. C'est la A41, oui. La 41 entre Grenoble et Chambéry. Vous êtes en train d'aménager au niveau de la sortie de Saint-Imier un pôle d'échange multimodal. Cet hiver, il y a eu la pose, on le voit en image. De la passerelle. Pleine nuit, voilà, d'une passerelle au-dessus de l'autoroute. C'était une opération assez impressionnante qui avait même d'ailleurs attiré du public. Il pleuvait, c'était la nuit, il faisait froid, mais les gens sont venus voir. C'est surprenant, on les voit là sur les images de Lucille Dailly, sont venus assister au spectacle. C'est vrai que c'est pas banal de voir comme ça une passerelle se déplacer dans les airs. À quoi il va servir cet aménagement? Alors cet aménagement, c'est le premier concrètement qui est livré aujourd'hui par le SMAG, qui avait été initié par la communauté de communes du Grésivaudan à l'époque où Francis Gimbert, mon prédécesseur, et je veux lui rendre hommage par rapport à ça, en était président. C'est la liaison interrive qui va permettre donc d'aller de la rive droite à la rive gauche en direction de la gare de Domaine et de la gare de Brignoux en mode doux pour rejoindre justement la voie ferrée qui devrait un jour, je l'espère, devenir la voie du fameux SERM, c'est-à-dire ce qu'on appelait antérieurement le RER à la grenobloise. C'est une passerelle donc pour les piétons et les vélos. C'est une passerelle piéton-vélo et qui va d'ailleurs être complétée par une passerelle piéton-vélo sur l'Isère, de façon à ce qu'on ait une continuité piétonne entre le pied de Chartreuse et le pied de Beldonne, en direction justement de la gare de Domaine. Et puis il y aura la même d'ailleurs entre Crolles et Brignoux et entre Tencin et la Terrasse. C'est-à-dire que le SMAG, sur l'héritage de ce qu'avait initié le territoire du Grésivaudan, aura construit trois connexions interrives en direction de la voie ferrée de la rive gauche pour faire en sorte que les gens soient incités à prendre le mode ferroviaire pour transiter entre Crolles et Grenoble et non plus la A41 qui est embolisée tous les matins et tous les soirs et avec toutes les conséquences bien entendu de cette saturation de circulation en termes de qualité de l'air et en termes de qualité de vie. Cette passerelle a été posée cet hiver. On pourra circuler en vélo à partir de quand? Fin avril. Fin avril. Fin avril, et à partir de la rentrée de septembre, normalement, les bus s'arrêteront donc dans les giratoires et le système sera totalement en exploitation. Et parallèlement, sera mis en chantier le deuxième parking relais en aval de l'autoroute, c'est-à-dire en symétrie de celui qui existe déjà des deux côtés de la passerelle. Donc des deux rives, on pourra garer sa voiture des deux côtés. Profiter de services, j'imagine, de covoiturage ou de vélo. De vélo. Et de covoiturage, oui. Vous évoquiez donc cet axe qui est effectivement embolisé le matin et le soir. Dans la journée, ça roule mieux. La maire de Saint-Nazaire, commune limitrophe de ce pôle. C'est ma voisine immédiate. Voilà, a demandé une réduction de la vitesse à 110 km/h sur la partie Grenoble-Crolles pour réduire notamment la pollution des véhicules. C'en est où cette demande? Est-ce que vous la cautionnez, vous, au niveau de la collectivité? Bien entendu, elle a raison, et je crois que bon nombre de maires de la vallée demandent la même chose. Ça avance. Ce sera un arrêté qui sera pris par le préfet l'année prochaine, je crois, et ça fait partie de ce que la communauté de communes a souhaité et a voté. Donc ça devrait arriver. Ça va arriver l'année prochaine, oui. Pour réduire la pollution atmosphérique des voitures, il y a aussi la ZFE, les zones à faible émission, qui est opérationnelle sur l'agglomération grenobloise depuis l'été dernier. Le Grésivaudan a refusé de rentrer dans ce dispositif qui interdit aux véhicules les plus polluants de circuler en ville, notamment. Pourquoi? D'abord parce que le Grésivaudan, ce n'est pas la ville. Donc on est quand même encore en semi-rural.
Et puis, il n'y avait pas de raison particulière pour que la ZFE s'étende jusqu'à l'entrée des portes de Chambéry. Donc, aujourd'hui, ça ne concerne de mémoire que 13 communes de la métropole. Ce n'est pas la totalité de la métropole, c'est 13 communes. Et effectivement, le Grésivaudan, donc la dernière commune du Grésivaudan qui est Montbonneau, n'en fait pas partie. Alors ça va quand même impacter votre territoire, puisque dans ces 13 communes de l'agglomération, dont Grenoble, les voitures, notamment les critères 5, à partir de quelques mois, en janvier 2025, les critères 3, pardon, à partir de janvier 2025, n'auront plus le droit de circuler dans ces 13 communes. Ça veut dire que les gens du Grésivaudan qui ont des voitures un peu anciennes et qui voudront aller à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, à Fontaine, etc., n'auront plus le droit d'utiliser leur véhicule. La métropole, elle, a mis en place des aides pour inciter et soutenir les gens qui veulent changer de véhicule. Est-ce qu'il y a des choses du même ordre qui sont mises en place au Grésivaudan ? Nous, on l'a mis en place pour les artisans, mais on a surtout mis en place, et je reviens au SMAG et puis aux vertus justement du SMAG, on a surtout mis en place quelque chose de unique en France aujourd'hui, c'est-à-dire une optimisation des modes de transport existants antérieurement en en une seule entité de transport. Ça va rentrer d'une manière opérationnelle dans les jours qui viennent, puisque ça a été voté ce matin. Et il n'y aura à partir de l'année prochaine qu'une entité organisatrice de transport entre la métropole et le Grésivaudan, qui s'appellera plus ni MTAG. Parce qu'il y a Tougo d'un côté et MTAG de l'autre. Voilà, et Tougo de l'autre côté. Il n'y en aura plus qu'une seule, avec une tarification unique et un billet unique. Donc, si vous voulez, indépendamment de la mise en place de la ZFE, il y a toute une optimisation des modes de transport public qui est mise en place, à la fois en termes de développement de la desserte et en termes de rationalisation des coûts, notamment pour l'usager. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de franchissement de l'Isère pour les modes de déplacement. Il y a un pont qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, c'est le pont de Brignoux, un axe stratégique qui relie les deux rives au niveau de Crolles et Villarbonneau. Il avait été incendié en avril 2022, fermé pendant 9 mois. Il a été réouvert à la circulation grâce à un aménagement express réalisé par le département. Mais ça reste provisoire. Tous les véhicules aujourd'hui, notamment les bus, ne peuvent pas emprunter ce pont. Qu'est-ce qui va devenir de ce nœud un peu stratégique en termes de déplacement sur le Grésivaudan ? Alors le département et le président Jean-Pierre Barbier ont été très très réactifs, puisque alors même que les études n'étaient pas terminées sur la capacité du pont à continuer à être exploité, enfin le pont incendié à être exploité, le département avait déjà initié les études qui lui ont permis justement très rapidement de pouvoir rendre ce pont à la circulation, non pas bien sûr aux véhicules lourds, mais au moins aux véhicules légers et aux modes doux, ce qui a déjà facilité les déplacements à l'intérieur du Grésivaudan et réduit les contraintes des habitants entre Crolles et Brignoux. Demain, il y aura un nouveau pont en amont de celui existant. Celui existant que ne sera plus exploité pour permettre aux véhicules de passer, mais deviendra une passerelle mode doux, en complément d'une autre passerelle plus en aval que le SMAG construira, est en train d'ailleurs, puisque les enquêtes publiques ont eu lieu, est en train d'imaginer et de construire. Donc c'est le nouveau pont. C'est le schéma que vous avez à l'écran, c'est-à-dire l'ancien pont qui deviendra un pont mode doux et un nouveau pont routier, qui lui aussi d'ailleurs aura de mémoire des modes doux. Donc il y aura une multitude de capacités pour nos concitoyens de pouvoir utiliser le vélo et la marche à pied pour passer d'une rive à l'autre. Ils auront le choix entre 3 points à peu près dans le même territoire, quoi. C'est un projet qui est estimé à 24 millions d'euros. C'est quoi l'échéance pour les utilisateurs ? Alors, il faudrait demander plus précisément au conseil départemental. Mais c'est eux qui sont maîtres d'œuvre. Mais j'imagine ce sont eux les maîtres d'œuvre, mais j'ai confiance en leur célérité et je pense que ça sera assez rapide. Bon, ils annonçaient 2026, ça paraît tôt. Probablement. Pour construire un édifice comme celui-là, mais on verra si le délai est tenu. De l'autre côté de l'Isère, il y a la gare de Brignoux, qui est aussi un endroit stratégique. Vous l'avez évoqué avec ce projet de TER métropolitain dont on parle beaucoup depuis 1 an et demi. On en parle, mais on ne voit pas grand-chose avancer. Je ne sais pas si vous avez cette perception également. Alors si, moi je n'ai pas la même perception. Je vois le travail qui est fait par le SMAG et je vois la prise de conscience de mes collègues maires du Grésivaudan
pour porter justement ce projet-là de RER en dialogue avec les services de l'État, puisque ça ne peut pas être quelque chose qui est financé par les collectivités territoriales. C'est quelque chose qui a été annoncé par le président de la République comme étant un élément important dans les 11, justement, RER au niveau national. Certes, les sommes que le président de la République a annoncées n'étaient pas de nature à nous rassurer par rapport à la capacité à investir. Au demeurant, les choses avancent. Les choses avancent même assez rapidement maintenant, puisque très récemment, ça date de quelques jours ou quelques semaines, le président Laurent Wauquiez, le président Ferrari et le président Laval, donc le président du SMAG, ont signé le même courrier pour justement montrer leur volonté de faire les choses ensemble en concertation avec SNCF Réseau et donc avec l'État pour faire avancer justement ce SERM, donc ce qu'on appelait anciennement le RER. Quant à la gare de Brignoux, eh bien, les collectivités locales sont allées au-delà de ce qu'elles avaient l'obligation de faire en termes de financement, justement pour qu'il n'y ait pas de temps perdu et qu'on ne rate pas l'opportunité d'exploiter cette gare le plus rapidement possible dès lors que le RER circulera. Il y avait l'idée aussi d'ouvrir d'autres gares fermées depuis quelques années. Oui, il y a la halte de Tencin. Notamment. Il y a la halte de Tencin pour laquelle nous militons parce que ça fait partie des nécessités par rapport à un bassin de population. Et puis la gare de Domaine. Alors, ça, c'est un projet, on va dire, à 10 ans, au moins, le RER métropolitain, minimum. Au moins. Bon, en tout cas, en ce qui concerne les collectivités territoriales, je veux le redire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La preuve, c'est que fin avril... C'est l'État qui est moins prioritaire. Il va moins vite que nous. J'avais vu que vous parliez de réunions parfois ubuesques avec l'État. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Oui, ça a été le cas, oui. Je crois que des fois, il faut se pincer, quand on entend des chiffres être annoncés alors qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Oui, c'est parfois ubuesque. Bon, vous avez une réflexion autour aussi d'un moyen de transport dont on parle également de plus en plus, le câble. Vous aviez lancé l'an dernier l'idée d'une liaison câblée entre Crolles et Grenoble. Alors, est-ce que c'était juste une idée en l'air, c'est le cas de le dire, ou c'est un vrai projet? Non, ce n'était pas une idée en l'air, ça n'est pas un vrai projet, c'était des études d'opportunité. C'est-à-dire que nous ne voulons pas dire on va faire un transport par câble entre Grenoble et Crolles sans savoir exactement les capacités à le faire, les contraintes et autres. Donc on a voulu, à la fois en direction des stations, notamment du Collet d'Alvar, et entre Crolles et Brignoux, et éventuellement entre Crolles et Grenoble, mais surtout entre Crolles et Brignoux et en direction du Collet d'Alvar, on a lancé des études d'opportunité. Mais ce ne sont aujourd'hui que des études d'opportunité. Et elles vous disent quoi, ces études? Pour l'instant, on n'a pas les résultats définitifs. Bon, à suivre. Donc c'est un sujet, le câble, qui en général s'inscrit aussi dans la durée. Il y a un projet plus avancé de liaison entre Saint-Martin-le-Vinou, Grenoble et Fontaine, qui a reçu un avis défavorable il y a quelques jours, suite à l'enquête publique menée en décembre dernier par les services de la préfecture. C'est un projet qui est porté depuis près de 10 ans par le SMAG, que vous évoquiez tout à l'heure. Qui n'était pas le SMAG à l'époque. Alors non, il avait été initié par l'ancienne équipe, ça s'appelait le SMTC, c'était les écologistes à l'époque qui présidaient ce syndicat qui gère les transports en commun sur, à l'époque, l'agglomération grenobloise. Maintenant, c'est élargi au Voironnais et au Grésivaudan. Mais aujourd'hui, vous êtes vice-président du SMAG, Henri Beyle, Sylvain Laval est le président. Est-ce que cet avis négatif met un terme définitif à ce projet? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est un avis négatif définitif. Simplement, ce qu'on peut regretter, c'est la lourdeur des procédures. Et on s'aperçoit que pour arriver à faire aboutir des projets qui semblent pertinents par rapport justement à la décarbonation, par rapport à la fluidification des modes du transport pour nos concitoyens, on se heurte à une foule de contraintes qui sont des fois un peu démoralisantes pour ceux qui entreprennent. Mais non, je ne pense pas que ce soit la fin justement du projet. Simplement, c'est une contrainte supplémentaire sur la réalisation du projet. On parlait de la pertinence. Il y a certains élus, notamment même de votre camp, qui ne trouvaient pas pertinent ce transport par câble. Vous restez persuadé qu'il a encore du sens? Moi, je n'ai pas d'opinion particulière parce que je suis loin de cette partie-là du territoire. C'est peut-être un sujet un peu sensible aussi, non? Mais c'est un sujet sensible, mais moi, je ne suis pas du tout un ennemi, justement, du transport par câble. C'est la raison pour laquelle on a lancé ces études d'opportunité dans le Grésivaudan.
Alors, vous parliez de câbles aussi vers les stations. C'est la tendance, je crois que la région soutient les projets d'ascenseurs valléens. Il n'y en a pas encore énormément en Isère. On en a dans le Loisan qui ont vu le jour et qui sont en projet. Ça serait une nouveauté que ça puisse arriver aussi un peu plus dans le territoire proche de Grenoble. Il y a une liaison quand même pleine montagne qui existe dans le Grésivaudan. C'est celle qui était assurée par le funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet, qui est à l'arrêt depuis des inondations et un glissement de terrain en décembre 2021. On voit les images à l'époque. Qui étaient impressionnantes. Voilà, ravagé la gare. La cabine est là, sous les gravats de pierre. C'était là-dedans que montaient les passagers pour emprunter cette voie, évidemment, inutilisable. C'était la première attraction touristique du Grésivaudan, ce funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet. Il en est où aujourd'hui, ce dossier? C'était à la fois une attractivité touristique, mais c'était aussi une ressource pour le plateau des Petites Roches, puisque la recette de l'exploitation du funiculaire permettait de combler le déficit d'exploitation de la station de ski du plateau des Petites Roches. Et c'est vrai que ça a été dramatique pour la commune du plateau des Petites Roches que la perte de ce funiculaire. Et ça a été dramatique pour tout le monde d'ailleurs, parce que je pense par exemple à la Coupe Icare. C'était un élément attractif supplémentaire, voire un peu iconoclaste par rapport au mode de transport traditionnel, et qui faisait justement le charme c'est la carte postale de l'événement. C'est ça, voilà, c'était une forme de carte postale. Alors, où est-ce que ça en est? Eh bien, les études ont été et sont encore conduites pour vérifier que le funiculaire peut être reconstruit à l'identique et au même endroit. Toutes les études n'ont pas encore abouti, mais la tendance va en direction d'un feu vert, si je puis dire, et tout le monde s'en réjouit, bien entendu. Il y avait une visite du préfet, le nouveau préfet, oui, ça a été l'une de ses premières visites, oui. Sur le site où les élus du territoire, on vous voit là, à côté d'un élu, je crois, du plateau des Petites Roches qui explique, j'imagine... C'était Julien Lorenz. Julien Lorenz, qui est en charge aussi de ce dossier, puisqu'il est sur la commune du Haut. Ça rouvrira aujourd'hui, vous en êtes sûr, où il y a encore la possibilité que finalement ça reste une ruine industrielle, comme on dit, ou touristique? Je pense que personne ne souhaite que ça reste une ruine industrielle et que tout le monde, que ce soit la région, le département, la communauté de communes, tout le monde fera en sorte que financièrement, les choses soient réalisables. Après, bien entendu, elles ne se feront qu'à partir du moment où toutes les garanties de sécurité seront assurées. Aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude. Je ne peux pas dire que c'est fait, mais c'est sur la bonne voie, sans mauvais jeu de mots. Il n'y a pas d'échéance. On avait parlé du centenaire du funiculaire. Non, malheureusement, 2024. je pense. Oui, on avait parlé du centenaire, c'était un objectif. Je pense que le centenaire étant en 2024, ça paraît difficile, mais on n'en sera pas très loin en termes de réouverture, si j'en crois l'évolution des différentes études. C'est quoi l'ordre de grandeur du budget nécessaire pour remettre un... Je dirais de l'ordre de 5 millions d'euros à peu près. À l'identique, on sera dans le même type de fonctionnement. Oui. Tout à l'heure, vous montriez par exemple la cabine qui était ensevelie sous les gravats. Cette cabine, paradoxalement, même si l'image est un peu effrayante avec toutes ces pierres à l'intérieur, la cabine n'a pas souffert. Donc elle est encore opérationnelle. Elle est totalement opérationnelle. Quant au système de traction, lui n'a pas souffert non plus. Il est dans son jus et il est toujours opérationnel. Ce qui a souffert, ce sont les rails qui ont été arrachés. Alors, le funiculaire qui permet, vous l'avez dit, d'accéder au plateau des Petites Roches, à 1000 mètres d'altitude. Si on veut aller un peu plus haut, il faut poursuivre à pied. Mais depuis quelques mois, l'accès au haut plateau de Chartreuse, qu'on voit là sur ces images, qui s'étend de la dent de Crolles jusqu'au granier, est remis en cause par un propriétaire, le marquis du Touvet, qui ne veut plus voir de randonneurs sur son territoire. Alors là, on est en pleine montagne, mais dans une réserve naturelle classée. Mais il n'empêche que les terrains sont privés et que les propriétaires peuvent en interdire l'accès. Il y a une loi d'ailleurs qui leur facilite cette interdiction. C'est un sujet qui a fait polémique à l'automne dernier parce qu'il y a beaucoup d'habitants du Grésivaudan, mais même du bassin grenoblois, qui pratiquent ces chemins de randonnée. Je ne sais pas si vous êtes un adepte aussi, vous, de la randonnée en Chartreuse. Mais je randonne en Chartreuse et en Belledonne, oui. Et j'imagine que ça va revenir dans l'actualité avec le retour des beaux jours et des randonneurs. Est-ce que le Grésivaudan a été sollicité, puisque c'est sur votre territoire que ça se passe? Oui, c'est notre territoire. Non, la collectivité en tant que telle n'a pas été sollicitée.
Il y a eu des débats, je les ai suivis, bien entendu, à la fois autour de la notion de propriété privée, autour de... L'élu écologiste de tout à l'heure a évoqué les conflits d'usage. Le Grésivaudan travaille sur les conflits d'usage, puisque que ce soit en direction du pastoralisme ou en direction des sportifs, il y a la nécessité d'avoir un dialogue permanent. Je respecte la propriété privée, je peux comprendre la position du marquis de Quinsonnat, je comprends aussi la demande et le souhait de mes concitoyens qui ont envie de pouvoir aller se promener en forêt et de pouvoir randonner tranquillement. Après, c'est un problème justement de respect, à la fois de la nature et de respect des contraintes des uns et des autres. Alors, ce qui a surtout choqué dans ce dossier sont les motivations du marquis, puisque c'est son titre, pour interdire l'accès à cette montagne. Il vend des chasses privées à des chasseurs étrangers pour aller tirer des chamois tout au long de l'année. Et donc, la présence de randonneurs pouvait perturber la faune et donc son business. Alors, les images de chasse qu'on voit là tournent sur Internet. On voit des Russes aujourd'hui qui n'arrangent pas forcément les affaires de ce dossier en termes de communication, qui paradent comme ça avec un chamois de Chartreuse. Est-ce que vous étiez au courant de ces pratiques aux portes du Grésivaudan, non ? Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai découvert dans le cadre de la polémique qui s'est installée. Et ce qui est regrettable, c'est de voir que finalement, la montagne est confisquée au profit du business. Ça vous choque cette mentalité? Oui. Ça se fait dans la règle, ils ne sont pas hors la loi. Mais non, mais c'est pour ça que je vous disais, je respecte la notion de propriété privée, mais après, on est dans l'éthique pratiquement par rapport au partage de la nature. Et non, mais je l'ai découvert, j'ignorais, je ne suis pas chasseur moi-même, et j'étais à 100 lieues d'ignorer qu'il y avait cette activité-là dans la montagne, à titre lucratif, justement. Oui, les montants, effectivement, à chaque fois étaient de plusieurs milliers d'euros pour chaque journée de chasse. Donc, on comprend que le business peut être intéressant. Est-ce que c'est aussi un problème pour le territoire en termes d'image ? Vous communiquez, vous, le Grésivaudan, et vous avez raison sur vos massifs, et notamment sur la Chartreuse. J'ai repris des petites images d'un clip de promo sur le trail à la Dent de Crolles. Donc on est aux portes de cette réserve et de ces interdictions de circuler. J'imagine que ça peut avoir un impact sur la façon dont vous faites la promotion du territoire. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'impact relevé. Vous n'avez pas ressenti encore ? Ni ressenti. Ça pourrait peut-être, je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est que les choses s'apaisent et que la montagne puisse être partagée d'une manière intelligente, parce que finalement, soyons humbles, la montagne sera là, nous n'y serons plus. Donc laissons-la justement aux générations futures en toute liberté. Allez, on redescend dans la vallée pour finir cette émission, Henri Bell. Le printemps, c'est la période des transhumances pour les alpages, mais c'est aussi la période de circulation des gens du voyage. Chaque année, des caravanes squattent les terrains publics pendant parfois plusieurs semaines. Et je crois que c'est le cas en ce moment à Crolles, à côté du siège du Grésivaudan, sur le parking de la piscine intercommunale. Pour ceux Pas actuellement, mais c'est fréquent. Ou c'est fréquent en tout cas. C'est un problème récurrent face auquel les collectivités semble un peu désarmé. En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution puisque ça revient chaque année. Pourquoi on n'arrive pas à trouver une façon de fonctionner avec ces communautés dont on sait qu'elles reviennent chaque année à peu près dans les mêmes périodes ? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que la communauté de communes travaille justement sur l'organisation du schéma départemental des gens du voyage en organisant des terrains de passage. Elle a un terrain de grand passage à Crolles. Alors, c'est un terrain de moyen passage, on va dire. Parce il y a 50 places, je crois, à peu près. Oui, il n'est pas immense, il y a une cinquantaine de places. Mais c'est quand même un statut de terrain de grand passage. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un projet de terrain de grand passage sur la commune de la Buissière, qui est un terrain qui est utilisé, qui est propriété de l'AREA et qui est utilisé par AREA l'hiver pour stocker les poids lourds quand l'autoroute est enneigée. La proposition que j'ai faite au service de l'État, c'est de dire, vous avez évoqué le ZAN tout à l'heure, les uns et les autres, nous sommes soucieux de ne pas continuer à artificialiser les sols, qu'ils soient agricoles ou non agricoles. Il y a déjà un terrain qui est artificialisé, c'est celui de l'AREA à la Buissière, donc, sur lequel l'AREA stocke les poids lourds l'hiver. La proposition que j'ai faite, c'est de dire, stockons les poids lourds l'hiver sur ce terrain-là, et l'été, comme il n'y a pas de neige sur l'autoroute, il n'y a pas de nécessité de stocker les poids lourds, ouvrons-le, ce terrain,
aux gens du voyage pour les grands passages. Et la communauté de communes a même fait la proposition de financer l'ensemble des aménagements nécessaires pour sécuriser les abords, de façon à ce que les enfants des gens du voyage n'aient pas accès à l'autoroute, qu'il puisse y avoir des aménagements sanitaires qui seraient aussi mis à disposition des chauffeurs de poids lourds l'hiver, si d'aventure ils devaient servir pour stocker des poids lourds. Et je me suis heurté, nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir des services de l'AREA qui a apporté une foule d'arguments fallacieux, mais véritablement fallacieux, en essayant de démontrer qu'ils en avaient un usage quotidien en dehors du stockage des poids lourds l'hiver. À cela, j'ai 2 observations. La première, c'est qu'on est dans une période de réchauffement climatique. Donc on aura de moins en moins de neige sur l'autoroute. Donc on aura de moins en moins de besoin de stocker des poids lourds à la Buissière sur ce terrain-là. Donc soyons intelligents. Prenons tous les deux en compte, l'État et les collectivités territoriales, la nécessité de cesser d'artificialiser et optimisons ce foncier. Faisons en sorte que l'hiver, ça soit réservé aux poids lourds si d'aventure il neigeait et que l'été, ça soit réservé aux gens du voyage comme terrain de grand passage. Je ne désespère pas d'aboutir et à tout vous dire, comme l'AREA est un délégataire du ministère de l'économie et des finances, je suis en train de faire préparer un courrier à destination de Bruno Le Maire pour lui demander d'être raisonnable dans le dialogue avec son délégataire pour qu'enfin nous puissions aboutir et que les arguments fallacieux de AREA soient abandonnés et que nous mutualisions ce terrain-là, l'hiver pour AREA, l'été pour la communauté de communes et faire en sorte que l'argent public soit intelligemment dépensé. Bon, en attendant, il y a cette aire de 50 places. Et comment vous expliquez que malgré ça, elle est parfois vide et que c'est très compliqué, les gens du voyage viennent squatter les parkings des communes? C'est très compliqué parce que la commune de Crolles, par exemple, remplit complètement ses obligations. En tant que commune, elle a un terrain pour les gens du voyage. Et quand elle est envahie par les gens du voyage, la gendarmerie et les services de l'État lui disent « Non, mais on ne peut pas intervenir parce que vous n'avez pas un schéma à jour de grand passage par rapport aux gens du voyage. » Il faut différencier la responsabilité de la commune de la responsabilité de la communauté de communes. Et la commune de Crolles ne peut pas être responsable du déficit qui est imputé à la communauté de communes. La commune de Crolles, quand elle est envahie par les gens du voyage, devrait pouvoir bénéficier de la force publique de façon à ce qu'elle retrouve sa sérénité. Or, les gens du voyage sont des gens comme vous et moi, sauf qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu moins comme vous et moi et qui sont plus dans des rapports de force avec leurs congénères et avec les populations que vous et moi, nous ne le sommes. Ce qui veut dire que le terrain de grand passage de Crolles, qui est propriété de la communauté de communes, eh bien nous sommes de temps en temps contraints de l'ouvrir à des familles de gens du voyage qui sont plus coercitifs que d'autres pour essayer de ramener un peu de paix sociale à l'intérieur même de la grande famille des gens du voyage et soulager la commune de Crolles. Et à ce stade-là, je demande au ministre de l'économie et des finances de venir en aide aux collectivités territoriales autour justement de cette nécessité de respecter le ZAN et d'entendre les contraintes et les nécessités d'optimiser l'argent public. Et je ne désespère pas d'aboutir. Bon, alors encore un été compliqué au moins pour les communes qui sont sur ces parcours d'arrêt de ces communautés. Merci Henri Bayle d'être venu dans cette émission. Habituellement, je demande à l'invité de finir en posant une question à l'invité de la semaine prochaine. Mais vous êtes le dernier de la saison, puisque à partir du 15 avril, on va rentrer dans la campagne officielle des européennes. On peut se dire que c'est bizarre d'arrêter une émission politique au moment où on rentre dans une campagne, mais comme toutes les télés, on est soumis aux lois de l'Arcom d'équilibre du temps de parole. Et si on veut respecter ce temps de parole sur les 2 mois de campagne, ça nous met dans un casse-tête très compliqué pour avoir des représentants de tous les courants politiques. Une émission qui est ouverte surtout aux acteurs locaux, aux élus en place. Donc, plutôt que de se retrouver en porte-à-faux et de prendre un avertissement de la part des services de l'État, nous aussi, on est contraints de faire avec. On a décidé de mettre en pause le QG politique. Voilà, il y aura d'autres programmes à la place pendant les semaines qui viennent. On reviendra avec cette émission à la rentrée, évidemment, à partir du mois de septembre. Merci d'avoir été le dernier invité de cette saison un petit peu écourtée. Et puis, vous retrouverez l'ensemble des QG politiques de cette saison en ligne sur le replay de Télé Grenoble. Eh bien, merci de m'avoir accueilli.